Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager les vidéos pour aider les livres à trouver leur public. Vous pouvez soutenir mon travail sur ma page Tipeee en suivant le lien en description. Je vous souhaite une bonne écoute. J'avais prévu de passer une bonne partie de l'année 1984 sur des projets de films. Mais ces plans ont été perturbés. D'abord, en janvier, j'ai été brûlé sur le plateau d'un film publicitaire pour Pepsi, que je tournais avec mes frères. Tout s'est passé de façon absurde, purement et simplement. Nous tournions de nuit, et j'étais censé descendre d'un escalier au milieu d'éclairs de bombes au magnésium qui explosaient autour de moi. Ça paraissait simple. Nous avons fait plusieurs prises qui se sont passées impeccablement. Les effets lumineux étaient magnifiques. C'est seulement plus tard que je me suis aperçu que ces bombes éclataient à 50 cm de ma tête, ce qui était contraire à toutes les normes de sécurité. Bob Giraldi, le réalisateur, est venu vers moi. « Michael, tu descends trop tôt. On veut te voir en haut des escaliers, quand les lumières s'allument. On veut te voir apparaître là. Alors, attends. » J'ai attendu. Les bombes ont explosé, et les étincelles ont mis le feu dans mes cheveux. Je dansais le long de la rampe d'escalier sans m'en rendre compte. Soudain, j'ai passé instinctivement la main dans ma chevelure, et j'ai senti les flammes. Je suis tombé, et j'ai essayé d'éteindre le feu. Germaine s'est retourné, m'a vu par terre, juste après les explosions, et il a cru que quelqu'un m'avait tiré dessus, parce que nous tournions au milieu d'un public. Mike Brando, qui travaille pour moi, a été le premier à me sauter dessus. Après ça, ce fut le chaos total. C'était fou. Aucun film ne pourrait saisir ce qui s'est passé cette nuit-là. La foule hurlait. Quelqu'un a crié « Allez chercher de la glace !» D'autres disaient « Oh non !» Le camion des secours d'urgence est arrivé. Et avant qu'il me transporte à l'intérieur, j'ai vu les visages terrifiés des directeurs de chez Pepsi, réunis dans un coin. Ils avaient l'air tellement horrifiés de ce qui m'arrivait qu'ils ne sont même pas venus près de moi, quand les médecins m'ont couché sur le brancard. Malgré la souffrance horrible, pendant tout ce temps-là, je me sentais détaché, comme spectateur. Plus tard, on m'a dit que j'étais dans un état de choc. Pourtant, je me souviens que le voyage en ambulance jusqu'à l'hôpital m'a amusé, à cause du bruit des sirènes. C'était une des choses que j'avais toujours désiré quand j'étais petit, rouler dans une ambulance. Quand on est arrivé, on m'a dit que les équipes de presse étaient déjà sur place, à m'attendre. J'ai alors demandé qu'on me mette mon gant. D'ailleurs, il existe une photo célèbre de moi sur le brancard, en train de faire des signes avec mon gant. Plus tard, les médecins m'ont avoué que c'était un miracle que je sois encore en vie. Un des pompiers a déclaré que dans la plupart des cas, les vêtements prennent feu, et qu'on peut mourir, ou être défiguré. Derrière la tête, j'avais des brûlures au 3e degré, qui avaient presque atteint la boîte crânienne. Et j'ai eu des tas de problèmes à cause de cela. Malgré tout, j'ai eu de la chance. Ce que nous savons maintenant, c'est que cet incident a fait beaucoup de publicité au film. Ils ont vendu plus de Pepsi qu'auparavant. Par la suite, ils sont revenus me voir et m'ont offert le plus gros cachet qu'on ait jamais payé à un artiste pour sa participation à une pub. C'était tellement colossal que c'est devenu un autre record enregistré dans le Guinness. Pepsi et moi avons ensuite travaillé sur un autre film publicitaire, appelé The Kid. Pour celui-ci, je leur ai causé des tas de problèmes, car certains plans qu'ils me demandaient de faire ne me plaisaient pas.
Lorsque le film fut diffusé, ça a été un gros succès. Et ils m'ont dit que j'avais eu raison. Je me souviens encore de la panique chez les cadres de Pepsi cette nuit-là. Ils pensaient que si j'avais été brûlé à cause de leurs produits, ça risquait de laisser un goût de roussi dans la bouche de tous les mômes d'Amérique qui buvaient leur soda. Ils savaient aussi que j'aurais pu leur faire un procès. J'aurais pu. Mais j'ai été gentil avec eux. Vraiment gentil. Ils m'ont donné 1 500 000 $ de compensation, dont j'ai aussitôt fait don au Michael Jackson Burn Center. J'ai voulu faire ce geste parce que j'avais été bouleversé par les grands brûlés que j'avais rencontrés à l'hôpital. Et puis, il y a eu la tournée Victory. J'ai donné 55 concerts avec mes frères pendant 5 mois. Je ne voulais pas faire cette tournée, et j'ai tout tenté pour ne pas la faire. Je sentais que pour moi ce n'était pas raisonnable. Mais mes frères insistaient, et j'ai cédé. Alors, une fois que je me suis engagé, j'y ai mis toute mon âme. Quand la tournée a démarré, il y avait des tas de choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord. Je n'avais pas voix au chapitre, mais finalement, une fois sur scène, je devais assurer. Mon but, dans cette tournée, était de me donner à fond à chaque concert. J'espérais qu'il y aurait des gens qui viendraient me voir même s'ils ne m'aimaient pas. Je voulais qu'ils entendent parler de mon spectacle et qu'ils aient envie de voir ce qui s'y passait. Je voulais que le bouche à oreille soit tellement gigantesque qu'un public énorme se déplace. Le bouche à oreille est la meilleure des publicités. Il n'y a rien de tel. Si quelqu'un que je respecte vient me parler en bien d'un spectacle qu'il a vu, j'y cours. Je me sentais une forme et une énergie d'enfer pendant cette tournée Victory. J'étais enragé. Cette tournée signifiait « Nous sommes géants. Nous voulons vous faire partager notre musique. Nous voulons dire quelque chose. » Au début du show, nous surgissions du haut de la scène et descendions des escaliers. L'ouverture était superbe et la mise en scène tellement dramatique qu'elle donnait le ton au spectacle. C'était vraiment bien de rejouer avec mes frères. C'était une occasion unique de revivre l'époque des Jackson 5 et des Jacksons. Nous étions tous ensemble, à nouveau. Germaine connaissait un regain de popularité. C'était la plus grosse tournée qu'aucun groupe avait jamais faite, dans des stades géants, en plein air. Mais dès le début, j'ai été déçu. J'aurais voulu faire bouger le monde comme personne ne l'avait fait jusqu'ici. Je voulais qu'ils disent tous « Waouh, c'est merveilleux !» L'accueil que nous recevions du public et des fans était fabuleux, mais je n'étais pas satisfait du spectacle. Je n'avais pas eu le temps ni l'occasion de travailler assez pour que ce soit parfait. Je n'étais pas content de la mise en scène de Billie Jean. J'aurais tellement voulu donner davantage. Je ne l'aimais pas parce que les éclairages et la chorégraphie n'étaient pas comme je les avais imaginés. Et j'étais vraiment malheureux de me produire dans ces conditions. Il m'arrive parfois, avant un spectacle, d'être préoccupé par des problèmes d'ordre privé ou professionnel. Je me dis, je ne sais pas comment je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Je ne vais pas y arriver. Je ne peux pas monter sur scène dans cet état. Mais dès que j'ai le pied sur la scène, il se passe quelque chose. La musique démarre, les lumières m'accrochent et les problèmes disparaissent. Cela m'est arrivé bien souvent. Le plaisir de jouer prend le dessus. C'est comme si Dieu me disait « Oui, tu peux y arriver. Oui, fais-moi confiance. Écoute d'abord ça, et puis regarde là. » Et le tempo monte dans mes reins, vibre et m'emporte.
Parfois je perds les pédales, et les musiciens se disent « Qu'est-ce qu'ils fabriquent ?» Et ils me suivent aussitôt. Ça m'arrive de changer l'ordre d'un morceau, de recommencer une chanson à zéro et de la faire repartir dans une autre direction. Il y avait un moment dans le show Victory où je faisais chanter le public en lui faisant répéter « Daddy, Daddy ». Parfois il tapait la mesure avec les pieds. Quand tout le public s'y mettait, c'était un véritable tremblement de terre. Comme c'était enivrant de pouvoir soulever un tel enthousiasme, des stades entiers, c'est la sensation la plus fantastique du monde. Quand on regarde le public, on voit des bébés, des adolescents, des grands-parents et des gens de 20-30 ans. Tout le monde se balance en chantant, les bras levés. Il m'arrive souvent de demander aux éclairagistes de tourner les projecteurs vers le public. Je vois tous les visages, et je leur dis « Levez les bras, levez-vous, frappez dans vos mains ». Ils le font, et ils s'amusent comme des fous. C'est si beau, ces gens de toutes les races qui font ça à l'unisson. Parfois je leur dis « Regardez autour de vous, regardez-vous, regardez ce que vous pouvez faire ». C'est tellement inouï, tellement sublime. Ce sont des grands moments de bonheur. La tournée Victory était l'occasion de me montrer à mes fans pour la première fois depuis que Thriller était sorti, 2 ans avant. Les gens avaient de drôles de réactions. Quand je les rencontrais dans les couloirs, ils disaient « Non, mais c'est pas possible, ça peut pas être lui ». J'étais interloqué, et je me disais « Pourquoi ce ne serait pas moi ? Il faut bien que je me trouve quelque part à un moment donné. » Certains fans s'imaginent qu'on est seulement une illusion. Quand ils me voient, ils ont l'impression que c'est un miracle, que je n'existe pas vraiment. Il y a même des fans qui m'ont demandé si j'utilisais les toilettes. C'est plus que gênant. Ils perdent le sens des réalités parce qu'ils sont surexcités. Mais je comprends ça, parce que j'aurais éprouvé la même chose si j'avais rencontré Walt Disney ou Charlie Chaplin. La tournée avait démarré à Kansas City. Le soir, nous marchions au bord de la piscine de l'hôtel, quand Frank DiLeo a perdu l'équilibre et est tombé dedans. En voyant ça, les gens ont commencé à s'esclaffer, et moi je n'ai pas résisté. Je me suis mis à rire comme un fou. Il ne s'était pas fait mal, mais il était sous le choc. Nous avons sauté un petit mur et nous nous sommes retrouvés dans la rue, sans notre service de sécurité. Les gens n'arrivaient pas à croire que nous puissions marcher dans la rue comme ça, et ils s'écartaient sur notre passage. Plus tard, quand nous sommes arrivés à l'hôtel, Bill Bray, qui dirige mon équipe de sécurité depuis que je suis tout petit, haussa les épaules et se mit à rire quand nous lui avons raconté nos aventures. Bill est très prudent et incroyablement professionnel, mais il ne se fait jamais de soucis après coup. Il voyage tout le temps avec moi, et parfois il est mon seul compagnon. Je ne peux même pas imaginer la vie sans Bill. Il est drôle et affectueux, et c'est un amoureux de la vie. C'est un homme merveilleux. Quand la tournée est arrivée à Washington DC, j'étais dehors, sur un balcon de l'hôtel avec Frank, qui a un grand sens de l'humour et adore faire des farces. Nous faisions les fous. J'ai commencé à lui piquer des billets de $100 dans les poches et à les jeter aux gens qui passaient. Ça a failli déclencher une émeute. Il essayait de m'arrêter, mais on riait trop. Ça m'a rappelé les bêtises que nous faisions en tournée avec mes frères. Frank envoya les gardes en bas, pour essayer de récupérer les billets qui avaient atterri dans les buissons. À Jacksonville,
la police a failli nous tuer dans un accident de voiture, au cours du trajet entre l'hôtel et le stade. Plus tard, dans une autre partie de la Floride, pris par le démon des farces et attrapes qui me chatouillent quand je commence à mourir d'ennui dans les hôtels de tournée, j'ai joué un vilain tour à Frank. Je lui ai demandé de venir dans ma suite, et je lui ai proposé de manger de la pastèque qui se trouvait sur une petite table, à l'autre bout de la pièce. Frank avança et trébucha sur mon boa constrictor, Muscles, que j'avais emmené en tournée avec moi. Muscles est complètement inoffensif, mais Frank a horreur des serpents. Il s'est mis à hurler de terreur. Je lui ai couru après dans la chambre avec le boa. Frank a pourtant réussi à renverser la situation. Il s'est précipité, pris de panique, vers la sortie, et il a attrapé le revolver du garde du corps. Il s'apprêtait à tirer sur Muscles, mais le garde a réussi à le calmer. Plus tard, il m'a avoué qu'il n'avait eu qu'une seule idée en tête. « Faut que je flingue ce serpent !» Je me suis aperçu que beaucoup d'hommes virils avaient peur des serpents. Nous nous trouvions bloqués dans tous ces grands hôtels à travers l'Amérique. Et c'était comme au bon vieux temps. Germaine, Randy et moi avons commencé à faire des bêtises. Par exemple, verser des seaux d'eau par-dessus les balcons qui surplombent les salles à manger, sur la tête des clients. Oui, c'était comme au bon vieux temps. L'ennui, les farces, et nous bloqués dans nos chambres pour nous mettre à l'abri de nos fans, dans l'impossibilité d'aller nulle part sans un service d'ordre gigantesque. Mais on avait du bon temps aussi. Il y a eu pas mal de jours de congé pendant cette tournée, et nous sommes allés 5 fois à Disneyland. Un jour, à l'hôtel, une chose étonnante s'est produite. Je ne l'oublierai pas. J'étais sur un balcon qui surplombait une grande place. Il y avait beaucoup de gens qui marchaient et se bousculaient. Quand soudain quelqu'un me reconnut et m'appela par mon nom. « Michael! Michael !» Le bruit résonnait dans tout le parc. L'incantation continua jusqu'à ce que je ne puisse plus faire autrement que d'y répondre. Sinon j'aurais été impoli. Alors j'ai dit « Oh, c'est merveilleux! Ça me fait tellement plaisir !» Aussitôt tout le monde s'est mis à crier. Tout le travail que j'avais mis dans Thriller, mes pleurs, mes rêves, tous ces efforts, toute cette fatigue qui me faisait tomber d'épuisement devant mon micro, tout cela a été payé de retour par cette émouvante marque d'affection. Il m'est arrivé d'entrer dans un théâtre pour voir une pièce, et tout le monde en m'apercevant s'est mis à applaudir, simplement parce qu'ils étaient contents que je me trouve là. Dans ces moments-là, je me sens tellement honoré et tellement heureux que je me dis que tout ce travail en valait la peine. La tournée Victory devait s'appeler au départ le rideau final, parce que ce devait être la dernière tournée qu'on ferait tous ensemble. Mais après réflexion, nous avons décidé de ne pas mettre l'accent là-dessus. J'ai beaucoup aimé cette tournée. Je savais que ça serait long, trop long. Mais ce que j'ai aimé le plus, c'est la présence des enfants dans le public. Chaque soir, il y en avait une multitude, et ils étaient habillés tout spécialement pour la circonstance. Ils étaient tellement excités d'être là. Les enfants que j'ai rencontrés durant cette période m'ont donné de l'inspiration. Il y en avait de tous les âges, et de toutes les races. J'ai toujours rêvé, depuis que je suis tout petit, de pouvoir réunir les gens dans tous les pays grâce à l'amour et à la musique. J'ai encore la chair de poule quand j'entends les Beatles chanter « All You Need Is Love ». J'ai beaucoup aimé les spectacles que nous avons donnés à Miami. Le Colorado était super aussi. Nous avons passé de bons moments de détente au Ranch Caribou. À New York,
C'était vraiment géant, comme d'habitude. Emmanuel Lewis est venu nous voir, ainsi que Yoko Ono, Sean Lennon, Brooke, et un tas de bons amis. En y repensant, j'ai aimé autant les moments sur scène que les périodes de repos entre deux concerts. Je me suis aperçu que je pouvais partir tellement loin quand j'étais sur scène qu'il m'arrivait souvent de jeter mes vestes au public. Les costumiers n'étaient pas contents, et je leur disais honnêtement « Je suis désolé, mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. Je sais que je ne devrais pas le faire, mais je n'y peux rien. Il y a une telle communion et une telle joie entre nous tous que je me laisse complètement aller. » Nous étions en tournée quand nous avons appris que ma sœur Janet s'était mariée. Tout le monde avait peur de m'en parler, parce que je suis très proche de Janet. J'étais sous le choc. Je suis très protecteur avec elle. C'est la petite fille de Quincy Jones qui m'a appris la nouvelle. J'ai toujours aimé être avec mes 3 sœurs. Ce sont de vraies beautés. Et surtout, nous sommes très proches les uns des autres. La Toya est merveilleuse. Elle est très facile à vivre, bien qu'elle ait certaines lubies. Par exemple, quand on va dans sa chambre, on ne peut pas s'asseoir sur le lit, ni sur le divan. On ne peut même pas marcher sur la moquette. Alors on se fait chasser. C'est la vérité. Sa chambre est un véritable sanctuaire. Elle veut que tout soit parfait. J'ai beau lui dire « On est bien obligé de marcher sur la moquette pour entrer chez toi ». Rien à faire. Quand on tousse à table, elle couvre son assiette avec sa serviette. Si on éternue, alors là, c'est une catastrophe. Elle est comme ça. Maman dit qu'elle était déjà comme ça quand elle était jeune. Janet, par contre, a toujours été un garçon manqué. Depuis toujours, elle est ma meilleure amie dans la famille. C'est pour ça que j'étais tellement malheureux quand elle s'est mariée. On a tout fait ensemble. On avait les mêmes goûts, le même sens de l'humour. Quand nous étions plus jeunes, on se faisait des plans pour nos jours de liberté, et on inscrivait notre emploi du temps de la journée. Généralement, c'était très agréable. Lever, donner à manger aux bêtes, prendre le petit déjeuner, regarder des dessins animés, aller au cinéma, aller au restaurant, voir un autre film, rentrer, piscine. C'était la journée idéale. Le soir, on relisait la liste, on pensait à tous les plaisirs qu'on avait eus. C'était merveilleux d'être avec Janet parce qu'on aimait les mêmes choses. On était comme des jumeaux. La Toya et moi sommes très différents. Elle ne voulait jamais donner à manger à nos animaux. Rien que l'odeur la faisait fuir. Quant au film, elle ne comprenait pas que j'aime aller voir Les Dents de la Mer ou Rencontre du troisième type. Quand Janet était avec moi et que je n'étais pas en train de travailler, nous étions inséparables. Mais je savais que ça ne pourrait pas durer toujours. C'était inévitable. Malheureusement, son mariage n'a pas tenu longtemps. Maintenant, elle est de nouveau heureuse. Je pense sincèrement que le mariage est une chose merveilleuse, mais que ça dépend des 2 personnes impliquées. Je crois à l'amour. J'y crois profondément. Et comment ne pas y croire quand on l'a éprouvé? Je crois à la solidité des liens. Un jour, je sais que je rencontrerai la femme qui me conviendra, et que je me marierai. J'ai tellement envie d'avoir des enfants. Et même, je voudrais avoir une famille nombreuse, car je sais comment ça se passe. Quand je rêve de ma future famille, je me vois avec 13 enfants. Pour l'instant, c'est mon travail qui engloutit la majeure partie de mon temps et de ma vie émotionnelle. Je travaille tout le temps. J'aime créer et imaginer de nouveaux projets. Quant au futur,
Que sera, sera. On verra bien. Ce serait sûrement difficile pour moi d'être dépendant de quelqu'un. Mais pourquoi pas? Il y a tellement de choses que je veux faire. Je ne peux pas m'empêcher de relever les critiques que certains me font. Les journalistes inventent n'importe quoi pour vendre leurs journaux. Ils racontent que je me suis fait élargir les yeux, que je veux avoir l'air plus blanc. Plus blanc? Qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai pas inventé la chirurgie esthétique. Elle existe depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens très bien, très gentils, très intelligents qui se sont fait faire de la chirurgie esthétique. Et personne ne songerait à parler de leur opération, ni à les critiquer pour cela. Ce n'est pas juste. On peut se demander, qu'est-ce qui est arrivé à la vérité? Est-ce que c'est une valeur démodée? Au fond, la chose la plus importante, c'est d'être sincère et honnête avec soi-même, et ce qu'on aime, et de travailler dur. J'entends par là travailler comme s'il n'y avait pas de lendemain. Apprendre, se battre. Je veux dire vraiment y aller et cultiver son talent au plus haut degré. Être le meilleur possible. En savoir plus dans son domaine que tous les autres. Il faut utiliser les outils qu'on nous a donnés. Que ce soit les livres, un parquet pour danser, ou une piscine pour nager. Ce que vous avez, faites-en bon usage. C'est à vous. J'ai toujours essayé de m'en souvenir. Et j'y ai beaucoup pensé pendant cette tournée Victory. Finalement, j'ai senti que j'avais touché beaucoup de gens pendant cette tournée. Pas exactement de la manière dont je l'aurais voulu, mais je sentais que cela se produirait plus tard, quand je serais en concert tout seul, ou dans de prochains films. J'ai donné tous mes cachets de la tournée à des œuvres de charité, et au centre des brûlés où j'avais été soigné après mon accident sur le tournage de Pepsi. Nous avons distribué plus de 4 millions de dollars cette année-là. Pour moi, la tournée Victory a été l'occasion de rendre ce que j'ai reçu. Après ça, j'ai commencé à réfléchir à ma carrière avec plus d'attention que jamais. J'avais appris une leçon quelques années auparavant, dont je me suis souvenu au cours des moments difficiles. Nous avions fait une tournée avec un escroc, qui m'avait enseigné quelque chose sans le savoir. Il disait « Écoutez, tous ces gens-là travaillent pour vous. Vous ne travaillez pas pour eux. C'est vous qui les payez. » Il n'arrêtait pas de me répéter ça. Finalement, j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'était un concept complètement nouveau pour moi, parce qu'à Motown on ne s'occupait de rien. C'était les autres qui prenaient les décisions pour nous. J'ai été mentalement traumatisé par cette expérience. Tu dois porter ça, tu dois faire ces chansons, tu vas aller là, tu vas faire cette interview, et puis après ce show télévisé. C'est comme ça que ça se passait. Nous n'avions rien à discuter. Lorsque ce type m'a dit que c'était moi qui distribuais les cartes et qui décidais, je me suis réveillé. J'ai compris qu'il avait raison. Bien qu'il nous ait arnaqués, je lui dois une fière chandelle. Le projet Captain EO est arrivé ensuite, parce que les studios Disney avaient envie de faire des choses nouvelles. Peu importe ce que je leur proposais, du moment que c'était créatif. J'ai eu une longue entrevue avec eux, et au cours de l'après-midi, je leur ai dit que Walt Disney était un de mes héros favoris, que je m'intéressais à son histoire et à sa philosophie. J'avais lu bon nombre de livres sur Walt Disney et son empire, et c'était important pour moi de faire les choses comme lui les aurait aimées. Puis ils m'ont demandé de faire un film, et j'ai accepté. Je leur ai dit que j'aimerais travailler avec George Lucas et Steven Spielberg. Il s'est avéré que Steven était occupé. Aussi, George fit venir Francis Ford Coppola, et l'équipe de Captain EO fut mise en place.
J'ai pris l'avion plusieurs fois pour San Francisco, pour rendre visite à George, chez lui, au ranch Skywalker. Petit à petit, nous avons ébauché le scénario d'un petit film qui devait utiliser les nouvelles technologies en 3D. Captain EO devait donner aux spectateurs l'impression qu'ils étaient à l'intérieur d'un vaisseau spatial, avec toutes les sensations et les émotions que cela peut comporter. Captain EO a pour thème la transformation et la façon dont la musique peut aider à changer le monde. George a trouvé le nom Captain EO. EO signifie l'aube en grec. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui part en mission vers une malheureuse planète, dirigée par une reine diabolique. Il a la charge d'apporter la lumière et la beauté aux habitants. C'est une grande célébration de la victoire du bien sur le mal. En travaillant sur Captain EO, mes sentiments positifs à l'égard du cinéma se sont encore renforcés. Et j'ai compris que c'est la direction que j'aimerais prendre à l'avenir. J'aime le cinéma, et cela depuis que je suis petit. Pendant 2 heures, on peut s'évader. C'est ce que j'aime avec les films. Je m'assois et je me dis « Ok, plus rien d'autre n'existe à présent. » J'ai envie qu'on m'emporte dans un monde merveilleux où les soucis, les chagrins et les horaires de travail n'existent plus. J'aime aussi être devant une caméra 35 mm. Je me souviens que mes frères disaient toujours « Vivement que ce tournage soit terminé ». Moi, je ne comprenais pas pourquoi ils n'aimaient pas ça. Je n'en perdais pas une miette. J'observais tout ce qui se passait, et j'essayais d'apprendre, de comprendre ce que le réalisateur voulait obtenir de nous, ce que faisait l'éclairagiste. Je voulais savoir d'où venait la lumière, et pourquoi le réalisateur recommençait la même scène autant de fois. J'aimais bien apprendre que le script allait changer. Voilà comment s'est passé mon apprentissage dans ce milieu. Générer de nouvelles idées est tellement excitant pour moi. Et l'industrie du film semble apparemment souffrir d'un manque d'idées originales. Tellement de gens font la même chose. Les grands studios me rappellent la façon dont Motown s'y prenait quand nous étions en désaccord avec eux. Ils veulent que leur équipe fasse des trucs qui marchent d'après une recette, des paris gagnés d'avance. Mais le public se fatigue, bien entendu. C'est pour ça que tant de gens se contentent de refaire toujours les mêmes trucs ringards. George Lucas et Steven Spielberg sont des exceptions. Moi, j'ai envie de changer certaines choses. Et j'espère bien y arriver un de ces jours. Marlon Brando est devenu un ami très proche. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'il m'a appris. Ensemble, nous parlons pendant des heures. Il m'a enseigné beaucoup de choses sur les films. C'est un acteur extraordinaire, et il a travaillé avec les plus grands du cinéma, des caméramans aux acteurs. Il a un respect de ce métier et de sa valeur artistique qui me sidère. Il est comme un père pour moi. C'est pourquoi le film est mon rêve numéro 1. Mais j'ai d'autres rêves également. Au début des années 85, nous avons enregistré la chanson We Are the World au cours d'une nuit mémorable où toutes les stars s'étaient réunies pour la cérémonie des American Music Awards. J'ai écrit cette chanson avec Lionel Richie après avoir vu les documentaires horribles tournés en Éthiopie et au Soudan. À ce moment-là, j'avais l'habitude de demander à ma sœur Janet de me suivre dans une pièce qui avait une acoustique intéressante, comme la penderie ou la salle de bain. Et je lui chantais juste une note, un rythme sur une note. Il n'y avait pas de paroles, rien. Je fredonnais seulement, du fond de ma gorge. Je lui disais « Qu'est-ce que tu vois, Janet? Qu'est-ce que tu vois quand tu entends ce son ?» Et ce jour-là, elle m'a dit « Des enfants qui meurent en Afrique. » Tu as raison. C'est exactement ce que mon âme était en train de me dicter.
et elle m'a dit « Tu parles de l'Afrique. Tu parles des enfants qui meurent. » C'est de là qu'est née la chanson We Are the World. On est allé dans une pièce sombre, et je lui ai chanté les notes. À mon avis, c'est ce que les chanteurs devraient tous faire. Nous devrions être capables d'être efficaces même dans une pièce obscure. Nous avons beaucoup perdu à cause de la télé. On devrait pouvoir toucher les gens sans avoir besoin de recourir à toute cette technologie, sans les images, juste avec le son. J'évolue sur scène du plus loin que ma mémoire remonte. Alors je connais beaucoup de secrets, beaucoup de vérités comme ça. Je crois que We Are the World est une chanson très spirituelle, mais spirituelle dans un sens particulier. J'étais fier de participer à cette chanson, d'être présent avec les autres musiciens cette nuit-là. Nous étions tous unis dans notre désir de faire quelque chose de différent. Le monde est devenu plus respirable pour nous, et cela a fait une différence pour les malheureux que nous voulions aider. Nous avons reçu des Grammy Awards, et nous avons commencé à entendre des versions de We Are the World dans les ascenseurs, en même temps que Billie Jean. Depuis que je l'avais écrite, j'étais persuadé que cette chanson devait être chantée par des enfants. Quand j'ai enfin entendu la version que George Duke a faite avec des enfants, j'ai failli pleurer. C'est la meilleure version que j'ai entendue. Après We Are the World, j'ai de nouveau décidé de protéger ma vie privée. Pendant 2 ans et demi, je me suis presque entièrement consacré à l'enregistrement de l'album suivant, qui devait s'intituler Bad. Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? La réponse, c'est que Quincy et moi avons décidé d'atteindre aussi près que possible la perfection. Un perfectionniste doit prendre son temps. Il sculpte et modèle son œuvre jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Il ne peut pas la lâcher avant d'en être satisfait. C'est impossible. Quand on se trompe, il ne faut pas hésiter à tout balancer et à tout recommencer, à retravailler jusqu'à ce que ce soit bien. Quand c'est parfait, ou presque, il faut le sentir, au bon endroit, au bon moment. C'est ça le secret. C'est, pour un disque, ce qui fait la différence entre un hit qui reste en tête du palmarès pendant des semaines et un titre classé 30e. Il faut que ça soit vraiment bon. Si c'est le cas, il doit grimper en première position et y rester. Quand il n'y est plus, tout le monde est surpris. C'est difficile pour moi d'expliquer comment Quincy Jones et moi travaillons ensemble quand nous faisons un album. Ce que je fais, c'est que j'écris la chanson et la musique. Et Quincy arrive à sortir ce qu'il y a de mieux de moi. C'est la seule façon dont je peux l'expliquer. Quincy écoute et propose les changements. Il dit « Michael, tu devrais changer ça. » Et j'écris autre chose. Il me guide et il m'aide à créer et à inventer, à travailler sur de nouveaux sons, de nouvelles sortes de musique. Et nous nous battons aussi. Pendant les séances de Bad, nous nous sommes disputés à propos de certaines choses. Quand on se bagarre, c'est toujours à propos de trucs d'avant-garde, de la technologie la plus récente. Je lui dis « Tu sais Quincy, ma musique change tout le temps. Je veux le dernier son de batterie que les autres sont en train de créer. Je veux aller encore plus loin qu'eux. Et puis nous y allons à fond, et nous faisons le meilleur disque que nous pouvons. Nous n'essayons même pas de flatter le goût des fans. Nous essayons seulement de jouer sur la qualité de la chanson. De toute façon, les gens n'achètent pas de la daube. Ils achètent seulement ce qu'ils aiment. Quand vous décidez de prendre votre voiture, d'aller dans un magasin de disques et de mettre de l'argent sur le comptoir, c'est que vous aimez ce que vous achetez. Moi, je ne me dis jamais
Je vais mettre une chanson country pour les amateurs, et puis un rock pour ce marché-là. Je me sens assez proche de différents styles de musique. J'aime certains rock, et certaines chansons country, des chansons pop, et les vieux disques de rock and roll. Nous voulions faire un rock avec Beat It. C'est pour cela que nous avons demandé à Eddie Van Halen de jouer de la guitare dessus. Parce que c'est le meilleur. Les disques devraient être faits pour les gens de toutes les races, et pour tous les goûts musicaux. Il y a beaucoup de chansons qui se créent toutes seules. Vous dites seulement, ça y est, c'est comme ça qu'elle va être. Bien sûr, toutes les chansons ne sont pas destinées à être dansées sur un tempo dément. Rock With You n'était pas un rock heavy, pas non plus dans le style Don't Stop, ou Working Day and Night, ou Starting Something. Quelque chose qu'on peut danser sur une piste de danse, et sur lequel on peut se défoncer et transpirer à mort. Nous avons travaillé longtemps sur l'album Bad. Des années. Pourtant, cela a valu la peine, parce que nous étions satisfaits de notre travail, même si ça avait été difficile. Il y avait beaucoup de tension, parce que nous sentions que nous étions en compétition avec nous-mêmes, et c'est très difficile de se dépasser soi-même. Car c'est inévitable. Les gens vont toujours comparer Bad à Thriller. Vous avez beau dire « oubliez Thriller », personne ne peut le faire. J'ai pourtant un avantage dans ce combat. C'est que je fais toujours mieux encore quand j'ai des contraintes. Bad est une chanson qui raconte ce qui se passe dans la rue. C'est l'histoire d'un môme d'une banlieue très dure, qui est envoyé à l'école dans une institution privée. Il revient dans son quartier pendant les vacances, et les gamins du coin commencent à le chercher, histoire de provoquer une bagarre. Il chante « Je suis mauvais, vous êtes mauvais, qui est mauvais? Qui vaut mieux que les autres ?» Ça veut dire que quand on est fort et bon, on devient le méchant des autres. Man in the Mirror délivre un autre grand message. J'aime beaucoup cette chanson. Si John Lennon était encore vivant, il s'identifierait sûrement à cette chanson, parce qu'elle explique une chose essentielle. Quand on veut changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même, et faire des efforts pour y arriver. C'est exactement ce que disait Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Si vous voulez que le monde devienne meilleur, regardez-vous dans le miroir et changez-vous. Commencez par changer cette personne-là et ne regardez pas tout ce qui ne va pas à côté de vous. Commencez par vous. C'est la vérité. C'est ce qu'ont répété Martin Luther King et Gandhi. C'est ce que moi je crois. Plusieurs personnes m'ont demandé si je pensais à quelqu'un en écrivant Can't Stop Loving You. Et j'ai répondu non, pas vraiment. Je pensais à quelqu'un quand je l'ai chanté, mais pas pendant que je l'ai écrite. J'ai écrit toutes les chansons de Bad, sauf deux. Man in the Mirror, que Syeda Garrett a écrite avec George Ballard, et Just Good Friends, par les deux auteurs de la chanson de Tina Turner, What's Love Got to Do With It? Nous avions besoin d'un duo, Stevie Wonder et moi, et ils avaient cette chanson. Je ne suis même pas sûr qu'ils avaient prévu d'en faire un duo. Another Part of Me a été une des premières chansons écrites pour Bad, et elle a été lancée à la fin de Captain EO, quand celui-ci dit adieu. Speedy Demon est une chanson à danser. The Way You Make Me Feel et Smooth Criminal sont des simples grooves qui reflètent l'état d'esprit dans lequel je me trouvais à ce moment-là. Leave Me Alone se trouve uniquement sur le disque compact de Bad. J'ai beaucoup travaillé sur cette chanson, et j'ai doublé à l'infini mes chorus de voix, comme des couches de nuages les unes par-dessus les autres. C'est un message très simple. Fiche-moi la paix. Laisse-moi tranquille.
Ça se passe entre un garçon et une fille, mais ça s'adresse surtout à ceux qui s'ennuient ou qui cherchent à me persécuter. Le succès déclenche des choses bizarres chez les gens. Beaucoup peuvent parvenir au sommet et retomber aussi vite. Certains, parmi les victimes de ce succès éphémère, ne savent pas comment vivre avec. Je considère le succès différemment, car je suis dans le show business depuis très longtemps maintenant. J'ai appris à vivre en essayant d'éviter la publicité personnelle au maximum et en faisant en sorte que ma vie soit le plus privée possible. C'est à la fois bien et mal. La chose la plus difficile, c'est de ne pas avoir de vie privée. Je me souviens, quand nous tournions Thriller, que Jackie Onassi et Shay Arhurst sont venus en Californie pour parler d'un livre. Il y avait des photographes dans les arbres, partout. Nous ne pouvions pas faire le moindre geste sans que ça devienne un sujet d'article. Le prix de la célébrité peut être très lourd. Est-ce que ça en vaut la peine? Il n'y a pas moyen d'avoir de vie privée du tout. Le moindre déplacement doit être organisé en détail. La presse imprime tout ce que vous dites, raconte tout ce que vous faites. Ils savent ce que vous achetez, les films que vous allez voir. Si je veux choisir des livres dans une boutique, ils impriment le titre des livres que je feuillette. Un jour, en Floride, ils ont décrit minute par minute mon emploi du temps, de 10 heures du matin à 6 heures du soir. D'abord il a fait ça, après il a fait ça, et puis il est allé là, puis il est rentré, etc. Il m'est arrivé de me dire, et si j'essayais de faire quelque chose que je n'ai absolument pas envie de voir imprimé dans le journal, qu'est-ce qui se passerait? Tout cela, c'est le prix de la gloire. Je pense que mon image est déformée dans l'esprit du public. Ils n'ont pas une idée claire de la personne que je suis en vérité. Et tout cela à cause des articles fantaisistes qui sont publiés sur moi. Des suppositions, des mensonges, des allégations sont inventées. Et le tout est décrit comme un ensemble de faits, quand ce n'est pas la moitié seulement d'une histoire qui est racontée. L'autre moitié est souvent la partie qui rétablirait la vérité, ou qui lui donnerait un côté moins sensationnel. Le résultat, c'est que certains n'imaginent même pas que je puisse être quelqu'un qui dirige sa carrière. Là aussi, il s'agit d'une idée à l'opposé de la vérité. J'ai été accusé d'être obsédé par ma vie privée. Et c'est la vérité. Quand on est célèbre, on vous regarde comme un phénomène. Je le comprends, mais pour moi, ce n'est pas toujours facile à accepter. Si vous voulez savoir pourquoi je porte aussi souvent des lunettes de soleil en public, c'est parce que je n'aime pas être dévisagé constamment. C'est un moyen de cacher un tout petit peu de moi-même. Quand on m'a ôté mes dents de sagesse, le dentiste m'a donné un masque chirurgical pour me protéger des microbes. J'adorais ce masque. C'était encore mieux que les lunettes de soleil. Et je me suis amusé à le porter pendant un certain temps. Il y a tellement peu de place dans ma vie privée que le fait de cacher une partie de moi-même était le moyen de mettre un écran gadget entre les autres et moi. Et c'était rigolo. Je sais que ça peut paraître étrange à certains, mais j'aime que ma vie privée soit réellement privée. Je ne saurais dire si oui ou non j'aime être célèbre, mais j'aime atteindre les buts que je me suis fixés. Je peux affirmer que ce que j'aime par-dessus tout, c'est repousser toujours plus loin les limites que j'ai tracées. En faire encore plus, toujours plus, est un sentiment très exaltant, mieux que tout. C'est tellement important de se fixer des buts. Ainsi on a une idée de ce que l'on peut faire, de l'endroit où on veut aller, et de la façon dont on va y arriver. Si on ne se fixe pas d'objectif, on ne sait jamais si on aurait pu être capable de réussir. Je plaisante souvent en disant que je n'ai jamais demandé à chanter ou à danser. Mais c'est vrai. Quand j'ouvre la bouche, la musique en sort, et je me sens béni d'avoir reçu ce don.
J'en remercie Dieu chaque jour. J'essaie de cultiver ce qu'il m'a donné. Je sens que quelque chose me pousse à le faire. Il y a tellement de choses autour de nous dont nous devons remercier Dieu. Robert Frost a écrit qu'on pouvait voir le monde entier dans une simple feuille d'arbre. Je crois que c'est vrai. C'est ce que j'aime aussi avec les enfants. Ils voient tout. Ils ne sont pas blasés. Ils s'enthousiasment pour des choses que nous avons oublié d'apprécier. Ils sont nature et ne se regardent pas le nombril. J'adore être avec eux. Il y a toujours des tas d'enfants à la maison, et ils sont toujours bien accueillis. Ils me dynamisent, rien que de les regarder. Ils considèrent tout avec des yeux neufs, des esprits ouverts. C'est ce qui rend les enfants créatifs. Ils se moquent des règles et des conventions. Le dessin n'a pas besoin d'être au centre de la feuille de papier. Le ciel n'a pas besoin d'être bleu. Ils acceptent les adultes sans préjugés. La seule chose qu'ils demandent, c'est qu'on les traite avec justice et qu'on les aime. Je crois que c'est aussi ce que nous voulons tous. J'aimerais penser que j'inspire les enfants que je rencontre. Je veux que les enfants aiment ma musique. Leur approbation a plus d'importance pour moi que celle de n'importe qui. Ce sont toujours les enfants qui savent quelle chanson va faire un hit. On voit déjà des petits qui ne savent pas encore marcher, mais qui sentent le rythme. C'est amusant. Mais c'est un public exigeant. En réalité, ce sont les juges les plus durs. Il y a beaucoup de parents qui me disent que leur bébé connaît déjà Beat It ou Thriller. George Lucas m'a dit que les premiers mots de sa fille ont été Michael Jackson. J'étais aux anges quand il m'a raconté ça. Je passe beaucoup de temps, en Californie quand je voyage, à visiter des hôpitaux d'enfants. Cela me rend tellement heureux d'apporter un peu d'amour à ces gamins, rien qu'en leur faisant une petite visite, en les écoutant et en les réconfortant. C'est tellement triste pour un enfant d'être malade. Souvent, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ça me bouleverse. Quand je suis avec eux, j'ai seulement envie de les prendre dans mes bras et de tout faire pour qu'ils aillent mieux. Parfois, des enfants malades viennent me voir à la maison ou dans ma chambre d'hôtel quand je suis en tournée. Les parents me contactent et me demandent la permission d'amener leur enfant pour quelques minutes. Quand je suis avec eux, je comprends mieux ce que ma mère a dû éprouver quand elle a eu la polio. La vie est trop précieuse et trop courte pour qu'on ne prenne pas le temps de toucher les autres avec nos mains et avec nos cœurs. Vous savez, quand je suis passé par cette période très pénible de mon adolescence, celle où j'avais honte de ma peau et de mon physique d'adolescent, eh bien ce sont les enfants qui m'ont aidé. Ils ne m'ont jamais laissé tomber. Ce sont les seuls qui ont accepté le fait que je n'étais plus le petit Michael, car ils savaient que j'étais toujours la même personne à l'intérieur, même quand les autres ne me reconnaissaient pas. Je n'ai jamais oublié ça. Les enfants sont super. Si je n'avais pas d'autre raison de vivre que celle de faire plaisir aux enfants, ça me suffirait. Ils sont étonnants. Je suis quelqu'un qui contrôle complètement sa vie. J'ai une équipe de gens exceptionnels qui m'entourent, et ils font un travail considérable pour me mettre au courant de tout ce qui se passe dans les productions MGG, afin que je puisse considérer les options et prendre les décisions. Pour ce qui est de la créativité, c'est mon domaine. Et j'apprécie cet aspect de ma vie autant, sinon plus, que tous les autres. Je pense que dans la presse j'ai l'image d'un béni oui-oui, et je déteste ça. Mais j'ai du mal à me défendre parce que généralement je ne parle pas de moi. Je suis une personne timide, c'est vrai. Je n'aime pas donner des interviews ou apparaître dans des débats télévisés.
Quand les éditions Doubleday m'ont contacté pour faire ce livre, j'ai eu envie de parler de ce que je ressentais, dans un livre qui serait le mien, avec mes mots et ma voix. J'espère que cela aidera à clarifier les malentendus et les idées fausses. Chacun de nous a de multiples facettes, et quand je suis en public, je suis souvent timide et réservé. Dès que je suis à l'abri des regards insistants et des caméras, je suis quelqu'un de complètement différent. Mes amis et mes proches collaborateurs savent qu'il y a un autre Michael. J'ai beaucoup de mal à montrer ce Michael quand je suis dans une situation publique. En revanche, quand je suis sur scène, c'est différent. Je contrôle complètement l'espace. Je ne pense plus à rien. Je sais exactement ce que je veux faire dès que je rentre sur scène, et j'adore chaque minute que j'y passe. Je me sens détendu, décontracté. C'est la même chose en studio. Je sais toujours quand c'est bon. Quand ça ne va pas, je sais trouver la solution. Tout doit être en place, et quand c'est prêt, je me sens bien, comblé. Les gens ont eu tendance à mettre en doute ma capacité d'écrire moi-même mes chansons. Ils ne me voyaient pas sous cet aspect. Quand j'ai commencé, ils me regardaient en disant « Mais qui est-ce qui a vraiment écrit ça ?» Je me demande ce qu'ils s'imaginaient. Que j'avais un nègre dans le garage qui écrivait à ma place. Mais avec le temps, le malentendu a disparu. Il faut toujours prouver aux gens quelque chose. Et malgré tout, ils ont du mal à vous croire. On m'a raconté comment Walt Disney était allé démarcher les studios pour essayer de vendre ses projets. Mais il se faisait jeter de partout. Quand on lui a donné une chance, enfin, et qu'il est devenu célèbre, tout le monde a commencé à le trouver génial. Être traité injustement est parfois une occasion que l'on a de devenir plus fort et plus déterminé. L'esclavage a été une chose terrible, mais quand les Noirs d'Amérique ont réussi à se libérer de cette oppression, ils sont devenus plus forts. Ils savaient ce que c'était que d'être brimés, aliénés par des gens qui contrôlent votre vie. Ils ne laisseront plus jamais faire une chose pareille. J'admire ce genre de force. Les gens qui ont cette force peuvent tenir tête devant l'épreuve, donner leur sang et leur âme pour leur cause. Les gens se demandent souvent qui je suis. J'espère que ce livre saura répondre à quelques-unes de leurs questions. Ma musique préférée est éclectique. Par exemple, j'aime la musique classique. Je suis fou de Debussy, prélude à l'après-midi d'un faune et clair de lune. Il y a aussi Prokofiev. Je pourrais écouter Pierre et le Loup sans arrêt. Copland est un de mes compositeurs favoris. Ses sons de cuivre sont tellement extraordinaires qu'on le reconnaît dès la première mesure. Billy the Kid est fabuleux. J'écoute aussi beaucoup Tchaïkovski. La suite de Casse-Noisette est une de mes œuvres préférées. J'ai aussi une énorme collection de musique instrumentale pour spectacle, comme les standards d'Irving Berlin, Johnny Mercer, Lerner et Lowy, Harold Arlen, Roger et Armenstein, et les grands Holland, Dozier, Holland. Je les admire beaucoup. J'aime aussi énormément la cuisine mexicaine. Je suis végétarien, et les fruits frais et les légumes sont mes aliments préférés. J'aime les jouets et les gadgets. J'aime bien voir toutes les nouveautés dans ces domaines. S'il y a un truc qui vient de sortir et qui me plaît vraiment, je l'achète. J'adore les singes, en particulier les chimpanzés. Mon chimpanzé Bubbles est un vrai chou. J'aime l'emmener avec moi en voyage et en excursion, car il est adorable. J'aime Elizabeth Tyler. J'admire son courage. Elle a vécu beaucoup d'épreuves et c'est une battante. Elle ne se laisse pas démonter par les obstacles. À chaque épreuve, elle se bat et repart avec la même énergie. Je m'identifie très fort à elle, à cause de notre expérience d'enfant star.
Quand nous avons parlé tous les deux au téléphone, elle m'a dit qu'elle avait l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. J'ai éprouvé la même chose. Katharine Hepburn est une amie très chère également. J'ai d'abord eu peur de la rencontrer. Lorsque je suis arrivé sur le plateau de l'émission On a Golden Pond, où j'étais l'invité de Jane Fonda, nous avons bavardé un moment. Elle m'a convié à dîner le lendemain soir. J'étais très heureux et très fier. Depuis, nous nous voyons assez souvent, et nous sommes très proches. Elle a une grande influence sur moi. C'est également une forte personnalité qui aime protéger sa vie privée. Je pense que les artistes doivent être forts pour servir d'exemple à leur public. C'est hallucinant ce que l'on peut faire quand on a seulement le courage d'essayer. Quand on est sous pression, il faut tirer avantage de cette énergie pour améliorer ce que l'on fait. Les artistes se doivent d'être forts et corrects pour le public. Il y a souvent eu dans le passé des cas tragiques. Un bon nombre de grands artistes ont souffert ou sont morts à cause du stress, de la drogue et de l'alcool. Pour les fans, c'est toujours culpabilisant de ne pas avoir pu empêcher la mort de l'artiste qu'ils aiment, ou de le voir sombrer. On peut se demander quel film Marilyn Monroe aurait pu interpréter, ou ce qu'aurait fait Jimi Hendrix dans les années 80. Beaucoup de gens célèbres prétendent qu'ils ne veulent pas que leur enfant soit dans le show business. Je comprends leurs sentiments, mais je les désapprouve. Si j'avais un fils ou une fille, je dirais « Vas-y, fonce, par tous les moyens, essaie d'y entrer. Si c'est ce que tu veux faire, fais-le. » Pour moi, rien n'est plus important que de rendre les gens heureux, et de les débarrasser, même provisoirement, de leurs problèmes et de leurs soucis, d'alléger leur fardeau. Je veux toujours sortir de mes spectacles en me disant « C'était super, je veux y retourner, je me suis bien amusé. » Pour moi, il n'y a que ça de vrai. C'est pourquoi je ne comprends pas les gens célèbres qui disent qu'ils ne veulent pas voir leur enfant dans le show business. Je pense que s'ils disent cela, c'est qu'ils ont souffert. Et je compatis. Parce que j'ai connu ça, moi aussi. Michael Jackson, Encino, Californie, 1988. Ce que l'on peut souhaiter, c'est d'être touché par la vérité, et de pouvoir interpréter cette vérité pour utiliser les émotions que nous sentons et que nous vivons, la joie comme le désespoir. Que l'interprétation de ces émotions enrichisse notre vie et celle des autres, c'est ce que je souhaite. C'est ce qu'on appelle l'art dans sa forme la plus pure. C'est pour ces moments lumineux que je continue de vivre. Michael Jackson.